à tous. Donc c'est bien de passer après l'ancienne conférence, la conférence d'avant là sur Excuse My French, qui revenait sur la force de l'écosystème français et comment se développer à l'international. Donc nous, on va faire un focus sur la French Tech et la dynamique de l'écosystème, comment il est structuré, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter. Donc on va en parler avec vous quatre. Avant de commencer, je vous propose de vous présenter peut-être chacun. Alors il y a 3 micros là que vous pouvez vous répartir. Donc Stéphanie Lewczynski. Oui, merci. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Stéphanie Lewczynski, je suis lilloise d'origine polonaise et ça fait 6 ans maintenant que je travaille à Bruxelles. Donc je suis profondément européenne aussi, toujours dans ma personne en fait. Donc je suis directrice associée du Lisbon Council, qui est un think tank européen. Nous sommes nés en 2003 avec pour objectif d'accompagner intellectuellement la stratégie de Lisbonne. Donc la stratégie de Lisbonne, c'était l'agenda de modernisation de l'Europe pour la décennie 2000-2010. On s'est focalisé essentiellement sur les politiques économiques et sociales en Europe. Et on a évolué petit à petit vers un focus sur l'innovation parce qu'on est convaincu en fait que seules les politiques d'innovation, l'innovation vue au sens large, donc dans le management, la structure, les produits, les services, donc seule l'innovation peut nous faire sortir de la situation dans laquelle on est en ce moment et peut apporter la croissance et les emplois dont on a besoin. Je continue ou bien... Si vous voulez. En fait, donc sur cette dynamique d'innovation, on a récemment lancé un nouveau think tank qui s'appelle le European Digital Forum, qui est en partenariat avec Nesta, la fondation pour l'innovation anglaise, la Commission européenne via son initiative Startup Europe et aussi le Leaders Club, qui est donc un groupe d'entrepreneurs qui ont connu le succès en Europe et qui ont rédigé ce qu'on appelle le Startup Manifesto, qui est donc un document créé par des entrepreneurs pour appeler les politiques et les dirigeants à donner des recommandations qui pourraient créer un environnement bénéfique pour les startups en Europe. Et donc vous avez un regard très européen et très axé start-up et innovation. Merci. Claudio, donc vous représentez le NUMA. Oui, donc je suis responsable des programmes d'innovation, d'open innovation et d'expérimentation à NUMA, qui est le nouveau nom de Silicon Sentier, qui est une association d'entrepreneurs qui a été créée il y a une dizaine d'années à Paris et qui anime notamment un lieu qui s'appelle aussi NUMA, qui est dédié à l'accélération de start-up, à l'expérimentation et au coworking. Merci. David, vous êtes le responsable de la mission French Tech. Oui, donc bonjour, David Monteau. Je dirige la mission French Tech au sein du ministère de l'économie, auprès du secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire, qui a ouvert le festival hier. Voilà. Et Raphaël Suire. Bonjour à tous, merci au Web2D. Alors moi je suis Raphaël Suire, je suis enseignant-chercheur en économie du numérique à l'Université de Rennes 1. Je m'intéresse d'un point de vue théorique, en fait, parce que c'est un peu ma fonction première, à un objet qui s'appelle le cluster. Et autrement dit, des gens qui collectivement se réunissent pour fabriquer de l'innovation ensemble. Comment ça fonctionne, pourquoi c'est performant, pourquoi ça l'est pas. Ça, c'est un peu un regard théorique. Et puis je suis aussi, j'aime à dire, un praticien de l'innovation collective, puisque je suis aussi très actif dans la cantine numérique de Rennes, dans l'accélérateur aussi, qui accompagne des startups, donc très proche du modèle du NUMA, en fait. Voilà. Merci. Alors avant d'échanger, je sais qu'il y a une petite vidéo sur le festival de la French Tech, voilà, qu'on va regarder et qui passe à la télé. La France innove. Des centaines de startups sont créées chaque année. Ces jeunes entreprises grandissent à toute vitesse. Elles ont une ambition mondiale. Elles prennent des risques. Elles sont l'avenir et les emplois de demain. On les appelle la French Tech. Vous aussi, créez, rejoignez ou investissez dans une startup. Dès maintenant, venez à la rencontre. Voilà. David, d'ailleurs, est-ce que vous pourriez un peu revenir donc, sur cette initiative French Tech qui a été lancée en 2013 et quelle est la genèse derrière ce projet, cette mission? D'accord. Donc oui, pour préciser, la petite vidéo que vous avez vue, c'est un spot publicitaire qui va passer en particulier à la télévision nationale et qui s'inscrit donc dans le festival de la French Tech qui en fait la promotion à destination du grand public. Et parce que c'est l'un des sujets qui est important, je pense, dans l'initiative French Tech,
c'est aussi de faire prendre conscience à l'ensemble de nos concitoyens, qui soient alors de tout type, vous et nous, j'ai envie de dire, mais les décideurs, les politiques, donc leur faire connaître d'abord le dynamisme de l'écosystème français, on reviendra sur le mot d'écosystème, enfin des start-up françaises, et puis leur importance pour l'économie française et surtout l'avenir de cette économie. Donc je reviendrai peut-être sur le festival. Donc sur la genèse de l'initiative French Tech, donc l'objectif, cette initiative qui a été lancée par le gouvernement, par Fleur Pellerin, elle vise à appuyer les dynamiques et à amplifier, accélérer les dynamiques d'écosystèmes partout en France et à les rendre plus visibles à l'international. Donc c'est vraiment ça qui est important. On part du constat qu'il se passe plein de choses vraiment partout en France. En Ile-de-France, c'est connu, mais vraiment partout. Et Nantes est un exemple très spectaculaire de dynamisme pour essayer d'amplifier et intensifier cette dynamique. Et puis aussi, comme je l'ai dit, de renforcer la visibilité internationale. La précédente discussion a mis en lumière quelques a priori qui pouvaient exister aussi à l'international sur le système français ou sur l'écosystème français. Donc c'est de corriger aussi cette perception. Peut-être je voudrais juste donner 2 éléments qui ont été la base les réflexions, les constats, ou les convictions plutôt, qui sont à la base de cette initiative. Et elles concernent finalement le rôle des startups et leur importance. Le premier constat, il est l'importance de cette dynamique pour l'économie française. Donc un chiffre qui est connu, qui consiste à observer que si vous prenez les 7% des entreprises françaises qui ont la plus forte croissance, eh bien elles génèrent 58%, si je ne me trompe pas, des créations d'emplois en France. C'est-à-dire que la création d'emplois en France est très fortement majoritairement provoquée par des entreprises qui ont une croissance très forte. Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui a une croissance très forte? Eh bien, assez souvent, c'est une start-up qui a réussi. C'est une start-up qui a trouvé un modèle qui lui permet d'être en hyper-croissance. C'est ça la définition d'une start-up. C'est une entreprise qui est jeune, qui est innovante, mais qui se crée sur un modèle de croissance et d'hyper-croissance et qui va chercher un modèle qui va lui permettre d'être un acteur mondial, global, et d'être un acteur en forte croissance. Ce sont tous les exemples qui ont été mentionnés. Criteo est l'exemple le plus spectaculaire récemment, mais il y en a bien sûr de nombreux autres. Et surtout, on pense qu'il y a du potentiel en France, aujourd'hui, et partout, à Nantes y compris, pour qu'il y ait d'autres entreprises dans les 3, 4, 5 prochaines années qui soient des champions. Donc ça, c'est notre premier constat. C'est l'importance des startups pour l'économie et la création d'emplois. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être plus connu. D'où la focalisation de l'initiative French Tech sur les startups. Un deuxième point important, une deuxième conviction, c'est que, vous l'avez évoqué, il y a des transformations économiques, industrielles extrêmement radicales qui sont engagées depuis un certain nombre d'années, qui s'incarnent en particulier dans le numérique. Donc des vagues d'innovation qui sont très profondément transformatrices pour l'économie, en particulier peut-être Raphaël pourrait développer sur ce sujet, mais très profondément transformatrices qui transforment les business models et qui attaquent les bases installées, les entreprises installées. Et notre conviction, c'est que cette dynamique, en fait, elle est très fortement portée par des startups. C'est cette dynamique, cette dynamique de croissance très rapide qui va porter des innovations sur des marchés qui sont extrêmement disruptives. Et bien, en fait, ça, dans le monde entier, avec une force en Silicon Valley qui est reconnue, et de plus en plus à New York. Mais en tout cas, c'est vraiment porté par des startups. Et si la France, et je dirais plus généralement l'Europe, ne participe pas de cet effort et de cette dynamique, eh bien simplement, la valeur, elle s'en va. Donc il faut absolument qu'on capte, qu'on participe à cette transformation, et qu'en France et en Europe, eh bien, on ait cet écosystème et ces startups qui aussi permettent de créer des emplois et de la valeur. Et il y a tout le potentiel, mais ça on y reviendra, encore une fois, en France pour le faire, et c'est un petit peu ça qui a présidé à la création de cette initiative French Tech. Donc pour bien comprendre, c'est vraiment fédérer, c'est créer une marque pour porter des écosystèmes et pas pour porter des projets individuels.
Oui, alors absolument, mais ça c'est aussi un sujet qu'on pourra discuter. L'observation que tout le monde fait, bien sûr, c'est que ce qui permet de faire émerger des entreprises à très forte croissance, ou des champions, je ne sais pas comment il faut les appeler, eh bien c'est une dynamique collective. En fait, c'est une dynamique d'écosystèmes qui sont sur un territoire où il y a un certain nombre d'éléments qui sont concentrés, des conditions de possibilité finalement qui vont permettre à ces entreprises de se développer. Et donc ce sont des endroits où sont concentrés, je dirais avant tout, une culture entrepreneuriale et une compréhension, un engagement, un goût du risque, etc. Des moyens, une concentration d'argent, évidemment, ça c'est extrêmement important. Gaël Duval l'a rappelé dans la précédente discussion. Des talents, une capacité, un savoir-faire technologique, mais des talents en marketing, des talents en design, etc. Donc c'est cette dynamique-là d'écosystème qui est vertueuse. Et donc finalement, cette l'initiative French Tech, elle vise à amplifier cette dynamique collective. Donc pas à soutenir ou identifier tel ou tel projet de start-up, parce qu'on pense que c'est vraiment la dynamique économique du marché qui pilote ça, mais c'est plutôt alimenter et renforcer cette dynamique économique à travers effectivement une marque qui est fédératrice, on pense en France et puis à l'international, et à travers aussi donc un label qui vise finalement aussi à reconnaître cette dynamique collective et je dirais à l'inciter, et puis quelques moyens financiers. Donc 215 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avenir pour d'une part soutenir des accélérateurs de start-up. Donc ces dispositifs, on y reviendra, le NUMA a inclus un des plus emblématiques accélérateurs de start-up en France, mais à Rennes bien sûr il y en a aussi, à Nantes, etc. Et donc pour soutenir financièrement, investir dans cet accélérateur, et puis 15 millions d'euros pour finir la présentation qui vise à faire la promotion, notre promotion collective à l'international et rendre plus attractif la French Tech. Et je pourrais donner quelques exemples si vous voulez. Vous, justement, Claudio Vandi, au NUMA et anciennement Silicon Sentier, cette dynamique collective, c'est ce que vous aviez essayé de créer, de réunir à l'échelle plutôt régionale. Comment est-ce que ça a été reçu, l'initiative French Tech, et comment est-ce que vous l'avez intégrée ? Alors, concernant la question de la marque, effectivement, on s'y connaît un petit peu une question d'éparpillement des marques, parce qu'on avait effectivement la cantine, le camping, Silicon Experience, Silicon Sentier, NUMA. Donc, on a effectivement migré vers NUMA. On a fait le choix d'essayer de donner une identité collective plus simple à tout ça, qui s'appelle aujourd'hui NUMA et qui se décline en différentes activités. Donc je pense qu'effectivement, ça peut aider à la simplification de la compréhension de tout nommer avec une marque commune. Ensuite, ce qu'il faut pas que ça devienne, c'est quelque chose d'homogène. Je crois beaucoup que la force soit dans la diversité de qu'est-ce qu'on met dans le conteneur. On peut l'appeler avec un seul nom, mais en gardant un principe de diversité à son intérieur. Effectivement, il y a des startups, mais il y a aussi tout ce qui est milieu associatif, ce qu'on appelle nous des communautés qui font partie de l'écosystème. Et nous, dans notre action, on a toujours eu une préoccupation particulière que l'objet NUMA, par exemple, n'écrase pas les initiatives des personnes qui, au final, font vraiment la réussite et l'activité de ce qu'on fait. Effectivement, ensuite, pour l'international, je pense que si on peut expliquer l'ambition avec une marque et une phrase plutôt qu'avec 45 marques et 10 pages, c'est effectivement un avantage vis-à-vis des personnes avec qui on veut discuter. Voilà, donc c'est reçu de manière positive. On pense qu'effectivement ça révèle quelque chose qui a une existence préalable et ça fixe une ambition. C'est la même chose. On a ouvert NUMA en novembre 2013. Le moment où on avait choisi d'avoir un grand lieu au centre de Paris, on n'était pas du tout sûr que effectivement ça allait être rempli, ça allait servir effectivement à l'écosystème qu'on sentait, mais sur lequel on n'avait pas forcément de données quantitatives précises. Donc c'est aussi un pari qui est fait de dire on a quelque chose à envoyer à l'international. Effectivement, dans un esprit européen, on est en équilibre 50% moi je suis italien, donc on a quand même une bonne composante européenne autour de la table. Et je pense que c'est aussi positif pour le message que French Tech doit donner. Est-ce que vous l'avez intégré à vos messages, à votre communication, ou est-ce que vous communiquez en tant que NUMA, ou est-ce que c'est NUMA de la French Tech ?
Pour l'instant, je dirais, je pourrais vous donner une réponse en citant Miles Davis qui disait je vais le jouer et ensuite vous me direz ce que c'est. Donc on reçoit positivement le constat qu'on fait partie de la French Tech, mais on ne change pas pour autant, pour l'instant on n'a pas pour autant changé notre communication. On reçoit avec intérêt ça et on a accueilli des événements et on travaille avec, on en fait partie, mais on n'a pas changé entièrement notre manière de faire. Je pense que ce n'est pas non plus l'objectif de changer le cours de l'existant. Et Raphaël Sueur, vous êtes spécialiste des écosystèmes régionaux. Comment est-ce que ça a été reçu? Parce que, il y a une véritable diversité d'écosystèmes en France, autant des pôles de compétitivité que déjà des incubateurs, accélérateurs, écosystèmes très axés sur les startups. Absolument. Alors déjà, il y a un problème de définition. L'écosystème, on ne sait pas tout à fait bien ce que c'est, là, dans l'histoire de la French Tech. Mais juste avant d'arriver sur votre question, j'aimerais revenir un peu sur le mythe fondateur. C'est-à-dire comment on en arrive effectivement à ce constat qu'il faut aller vers cet univers des startups et soutenir quelque part l'innovation beaucoup plus agile. Alors évidemment, il y a le rêve californien, hein, vous l'avez évoqué, la Silicon Valley, mais même sur les différents plateaux du Web Today, ça revient assez régulièrement. Et au fond, quand on regarde pourquoi la Silicon Valley fonctionne, pas à un instant T, mais dans le temps, hein, et sur plus d'un siècle, c'est grosso modo quatre variables. C'est la fabrication des talents. Donc le rôle fondamental de la production de connaissances nouvelles. Et si on n'est pas en capacité de produire des connaissances nouvelles ou des talents, il faut être en capacité de les attirer de l'extérieur. Donc ça, il faut des capacités endogènes sur le territoire. Et puis ensuite, ces talents qu'on a produits, et c'est une caractéristique lorsqu'on est en Californie, ils ont une appétence très forte pour le jeu. C'est un rapport au risque qui est très culturel. C'est-à-dire qu'un jeu, c'est accepter quelque part une issue qui peut être favorable ou défavorable. Et si c'est défavorable, c'est pas très grave. Parce que de cette issue négative, j'ai appris beaucoup de choses pour progresser sur une autre dimension. À nouveau, ça se réplique pas aussi facilement. Et puis ensuite, il y a les réseaux. Ce qui font de l'innovation collective, très clairement, c'est une question de réseaux qui sont de deux natures. Les réseaux économiques, c'est les relations industrielles ou contractuelles que je vais tisser avec des partenaires à un moment. Et puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus invisible, mais qui explique de façon assez déterminante la puissance du collectif, c'est le réseau social, ou les réseaux sociaux, et leur enchevêtrement. Parce que dans ces réseaux sociaux, quelque part, qui sont des communautés, il se passe beaucoup de choses, il se dit beaucoup de choses, il se noue de la diversité, il se mélange des regards très variés, et effectivement, dans l'économie numérique dans laquelle on est maintenant, cette diversité de points de vue, elle est essentielle pour fabriquer des produits qui font sens pour des marchés et pour des consommateurs. Et puis enfin, il y a une quatrième variable qui est essentielle, c'est le financement. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a un système vertueux, il y a véritablement ces quatre variables. Alors, pendant des années, le mythe de la Silicon Valley, ça a été d'essayer de répliquer ça un peu partout en Europe. Alors, on a vu fleurir des silicones quelque chose, hein, ou des quelque chose vallées, il y en a partout. Parce que c'est très bien, hein, pour des territoires, ça permet de faire du marketing et de dire voilà, nous sommes modernes, hein, nous avons des activités dites innovantes. Et puis ça a commencé par des logiques de regroupement. Donc sur des bouts de territoire, on a mis ensemble tous les acteurs supposés de la chaîne de valeur de la connaissance. Donc des universités, puis des industries qui consomment ça. Des zones technopolitaines. Donc on en a vu fleurir un peu partout. Hein, et même si parfois il n'y avait pas véritablement la masse critique. Et puis à un moment, on a dit c'est peut-être pas suffisant, donc on va chercher à agir sur le réseau. Et donc ça a été notamment la politique à partir de 2004 des pôles de compétitivité, où là on a subventionné la mise en réseau des acteurs. Donc on a favorisé la densité relationnelle, sans véritablement savoir si on n'avait pas forcément un objectif en particulier. On s'est dit plus il y a de réseaux, et mieux c'est. Sans véritablement grille de lecture. Donc 71 pôles de compétitivité, sans doute beaucoup trop, parfois des masses critiques qui ne sont pas présentes, et puis un subventionnement comme ça. Et la French Tech, quelque part, elle arrive dans cette France qui empile les strates qui soutiennent l'innovation. Et évidemment, dans un pays jacobin comme la France, on ne supprime rien, quoi. Donc tout ça, ça arrive dans cet écosystème de soutien à l'innovation, où il y a déjà des pôles, déjà des technopoles. Et la French Tech, elle joue sur une phase un peu plus amont, où sur l'aspect là, on va jouer, au sens où on va prototyper, expérimenter, accélérer, puis on verra bien. Et pour ça, il faut un peu de financement. Donc je ne sais pas si effectivement dans les 200 millions, il est prévu des choses comme ça, mais sur l'ensemble des French Tech qui sont labellisés en France, très clairement, il y a des gens qui vont être plus ou moins loin des financeurs, et qui sont tout à fait essentiels pour
crédibiliser quelque part l'existence de ce label-là à l'échelle du territoire, hein, et notamment lorsqu'il est relativement éloigné de l'Île-de-France. Mais voilà, la French Tech, elle arrive plutôt en amont. Mais elle arrive aussi dans un endroit dans un moment où il y a de l'embouteillage. Il y a déjà des acteurs qui s'occupent du transfert de la connaissance des labos au marché. C'est aujourd'hui des instituts de recherche technologique. Est-ce que ce sont des partenaires des French Tech? Comment on gère cette coexistence? Ça, c'est des questions ouvertes, mais qui sont assez essentielles, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir avancer les uns sans les autres. Les gros, ils sont importants, parce qu'ils ont de la visibilité, ils peuvent standardiser, ils peuvent donner des directions importantes. Et puis les startups, c'est essentiel, parce que c'est eux qui ont l'énergie, les idées, et c'est eux qui jouent. Et or, le jeu, aujourd'hui, il est essentiel dans l'économie numérique. Mais est-ce que ce n'est pas un embouteillage, pour l'instant, qui permettra à terme, justement, de simplifier aussi toutes ces strates et les différents écosystèmes existants? C'est une question ouverte. Là, je trouve que c'est parfaitement bien, effectivement. L'initiative French Tech arrive à point nommé. On a le diagnostic, il est tout à fait juste, hein. On a besoin, effectivement, de s'intéresser aux premières étapes de l'entrepreneuriat, et pas l'entrepreneuriat type intrapreneuriat, hein, qu'on a surtout soutenu ces dernières années. Phénomène d'essaimage, spin-off par les grands groupes, voilà. Là, on va donner la chance à beaucoup plus de monde, et on a ce discours sur la diversité qui m'apparaît tout à fait essentiel. Un usager, un citoyen, dans une cantine, peut rentrer et peut, à l'occasion d'un showroom quel qu'il soit, dire « ton machin, je le comprends pas, il faut changer ». Et tout le monde est en capacité d'écouter ça et de l'entendre. Et ça, c'est tout à fait nouveau quand même. Et quelque part, les grands groupes sont un peu déstabilisés par cette manière de faire de l'innovation. Donc ça, dans la French Tech, dans l'ADN de la French Tech, il y a cette idée-là. Et parce que l'accélération, c'est pas de l'incubation. On va jouer à un jeu dans l'accélération. Par contre, qui sont les financeurs qui vont accepter de jouer le jeu, qui est beaucoup plus risqué? Et là, on n'a pas la culture, effectivement, à l'américaine, qui consiste à jouer nativement. Donc, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. David Monteau. Oui, donc je pense que ça a été très bien décrit. Peut-être un premier point. Donc, ce qui fait la spécificité, me semble-t-il, par rapport évidemment, il y a floraison d'initiatives depuis un certain nombre d'années qui ont toutes apporté beaucoup de choses, hein. Je pense que l'écosystème français, on pourra revenir sur ce terme, mais enfin aussi mature. Il y a eu vraiment, nous on le sent, enfin on a cette impression, hein, et je pense que pour le coup, où on est ici, le Web Today, Numa aussi, toutes ces évolutions montrent qu'il y a eu un changement de vitesse il y a quelques années, une volonté d'accélérer, et vraiment, je dirais que nous, enfin, Liam l'a dit dans la table ronde précédente, on est vraiment suiveurs, hein, ça on assume tout à fait. Je pense que c'est vraiment les éclaireurs, ce sont les entrepreneurs et l'écosystème, et nous on vient vraiment derrière pour soutenir. Donc juste un premier élément important, c'est qu'on est assez conscient appelons-le empilement ou multiplicité des outils publics. Nous c'est simple, on n'ajoute aucun outil public ni aucune strate. Il n'y a aucune création de structure, d'outils nouveaux. Nous, on dit simplement, chose qu'on propose, c'est une marque, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, avoir une marque un peu fédératrice qui permette, et des moyens associés bien sûr pour la porter, qui permettent collectivement de se porter à l'international, aujourd'hui ça n'existe pas sur le monde de la tech et des startups. Bon, donc on pense qu'on est en plus-value en faisant ça. Ensuite, on essaye de créer de la dynamique collective, et en particulier les pôles de compétitivité, les grands groupes. Il y a une attente extrêmement forte vis-à-vis des grandes entreprises françaises pour qu'elles appuient la French Tech. C'est très clair. Il y a une vraie responsabilité, et on va travailler avec eux. Et je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt à une vraie prise de conscience, et je pense qu'on peut aussi servir à ça. Donc on n'est pas un nouvel outil public, c'est ça qui est important. On ne veut pas créer de structure. On dit, et même on est très conscient du discours sur la diversité, c'est quelque chose de très important. L'innovation, de toute façon, ça ne sort que de la diversité. Et donc, il faut laisser en particulier les territoires s'organiser comme leur histoire l'a fait, etc. Mais on va dire en les poussant et en les challengeant un peu pour aussi qu'ils aient une ambition de se développer de leur propre manière, mais autour de cette dynamique des startups. Donc voilà, on essaye d'être, et là ce que tu as très bien dit, c'est sur l'accélération. Là aussi, on n'est pas hyper moderne non plus, parce qu'un peu partout dans le monde, c'est parti des États-Unis comme souvent, mais enfin à Berlin, à Londres, il y a des accélérateurs qui se développent. Et on pense qu'il faut doter, il faut aider les entrepreneurs, les acteurs privés, aussi des grands groupes ou des VC, hein, qui souhaitent se lancer dans cette dynamique d'accélération. Bon, l'État essaye peut essayer d'accompagner l'émergence de ce type d'objets, qui sont encore une fois des objets d'écosystème. Donc voilà, on essaye de ne pas rajouter du bruit au bruit, de synthétiser. Et il y a un côté, j'aime beaucoup ça, pari et expérimentation. Moi, je ne peux pas vous dire ce que sera la French Tech dans 2 ans. Hein. Mais juste, on va voir. On compte vraiment sur l'écosystème. Si, par contre, il y a un facteur clé. Si
jusqu'à maintenant ça marche plutôt bien, mais si l'ensemble des acteurs, en particulier les entrepreneurs, mais toutes les associations qui font cette diversité ne s'emparent pas de cette initiative, elle va juste pas marcher. Donc c'est vraiment un pari aussi d'appuyer, et on va essayer, on va se planter, on s'est déjà planté sans doute, mais l'idée c'est qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit qui offre un effet de levier à tout le monde. Voilà, c'est un peu ça l'objectif. Stéphanie Lewczynski, là on a regardé un peu au niveau de la France, au niveau européen, comment est-ce qu'elle est perçue cette initiative French Tech? En fait, non, en fait, désolée de vous décevoir, mais on n'en parle pas du tout à l'étranger. Et donc voilà, j'ai compris. 6 mois, c'est normal. Oui, je suis d'accord, mais bon, on fait quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de discussions dans l'écosystème français, mais ça ne passe pas les frontières, en fait. Et c'est très dommage. Je pense qu'il y a d'autres systèmes très similaires en Europe. D'ailleurs, une étude qu'on a menée avec Telefonica l'année dernière a montré qu'il y avait à peu près aux États-Unis 200 programmes dédiés aux startups. Dans 10 pays européens qui correspondent à peu près à la population des États-Unis, il y en a 260. Donc on voit bien que c'est vraiment une niche en fait où tout le monde se focalise. Donc on voit dans les autres pays, vous avez cité l'Angleterre, il y a Tech City qui a aussi en fait eu un peu la même démarche que la French Tech, j'ai l'impression, parce que d'abord Tech City était basée sur le cluster dans l'est de l'Angleterre, enfin l'est de Londres, pardon, et maintenant elle est devenue vraiment la marque pour l'écosystème anglais. Mais après, il y a aussi d'autres écosystèmes qui marchent très bien et qui ne sont pas forcément globaux comme Tech City ou comme la French Tech. Je pense à Spo, par exemple, en Finlande, qui est derrière Rovio, qui est l'entreprise derrière Angry Bird. Donc là, c'est vraiment un écosystème très local et qui fonctionne très très bien et qui est connu à l'étranger. The Factory Berlin aussi va ouvrir ses portes la semaine prochaine et c'est aussi quelque chose de très prometteur. Après, à mon avis, la French Tech se différencie des autres, de ce que je connais, avec cette labellisation en fait, qui donne aux villes dynamiques et innovantes la marque pour dire voilà, vous allez dans le bon sens finalement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui différencie la French Tech des autres écosystèmes. À mon avis, ce qui fera vraiment la différence, c'est si vous arrivez à porter à l'étranger une start-up qui scale, en fait, qui est connue du grand public et qui est célébrée comme telle, comme une championne, en fait, et qui, si la French Tech arrive à porter ça à l'international, ce sera une grande réussite. Je voulais juste ajouter aussi que je suis assez frappée, en fait, quand on parle d'international, en tout cas de ce que j'ai entendu ici aujourd'hui, on pense toujours aux États-Unis et ça me désole un peu en fait, parce que quand on pense aux États-Unis, c'est un marché de plus ou moins 350 millions de consommateurs. L'Europe, c'est plus de 500 millions. Alors je sais qu'il y a des problèmes parce que le marché unique du numérique n'est pas encore... il n'est pas encore complété et donc ça pose des problèmes pour les startups qui en Europe essayent de dépasser leurs frontières parce que forcément les régulations dans les autres pays ne sont pas forcément les mêmes. Il n'y a pas une seule régulation pour toute l'Europe comme il peut y en avoir aux États-Unis. Mais c'est là où je pense que les entrepreneurs européens et français en particulier doivent avoir une réelle action et de vraiment s'investir dans le débat de politique publique, notamment au niveau européen, pour pouvoir en fait peser dans le débat tout simplement et dire qu'il y a besoin des entrepreneurs européens pour pouvoir s'agrandir, scale up. Et je pense par exemple à ce Leaders Club qui est donc un groupe d'entrepreneurs européens qui ont réussi. Il y a même un entrepreneur qui est un Américain qui est venu se baser en Espagne pour créer Twenty, le premier réseau social en Espagne. Pourquoi il n'y a pas d'entrepreneurs français dans ce groupe? Ce groupe est le premier interlocuteur de Neelie Kroes, la vice-présidente de la Commission européenne,
ils ont vraiment une écoute de sa part. Elle est toujours là pour répondre à leurs questions, pour essayer d'aller dans leur sens au niveau législatif. Pourquoi un Français n'est pas là? Deezer, il y a Spotify, pourquoi Deezer n'est pas là? Alors pourquoi, Claudio Vandi? Est-ce qu'on est encore trop franco-français? Poser la question. Est-ce qu'on est trop franco-français? Non, la preuve, on est une partie d'étrangers qui croient que ce pays, effectivement, a du potentiel. Je pense qu'il y a, si je pouvais interdire une formule, ça serait le nous aussi. Ça fait quoi un peu ce que tu disais sur s'inspirer toujours des États-Unis, dire nous aussi, en France aussi, on peut faire quelque chose. Effectivement, on justifie trop. Oui, on justifie trop. On est toujours dans une posture de dire que malgré le fait qu'on donne l'impression que c'est pas possible, au final, oui, si on y croit vraiment. On peut y arriver. C'est une posture très minoritaire, je dirais, par défaut, qui est pas forcément celle d'une vocation, d'un esprit start-up qui est d'abord de dire on est le roi du monde, et ensuite si les gens y croient, il faut bien se débrouiller pour que ce qu'on a raconté devienne possible, en fait, plutôt que d'abord vérifier toute la checklist pour dire est-ce qu'on a les bonnes conditions pour un jour imaginer de pouvoir lancer quelque chose. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là de se comparer toujours à quelque chose plutôt qu'affirmer de manière positive quelles sont les caractéristiques d'un écosystème à la française ou à l'européenne plutôt que qui est dans d'autres pays. Et effectivement, des différences, il y en a. Je pense si on voit ce qu'on appelle coworking par exemple en France, c'est toujours d'emblée une logique de réseau, une logique d'événements, une logique de créer des nouveaux projets. C'est pas juste des espaces de travail comme on en trouve par exemple si on rentre dans un coworking à New York plutôt qu'à San Francisco où effectivement c'est plus des bureaux. Donc il y a aussi un choix des mots à faire qui est assez important. Si je devais interdire un deuxième mot, ce serait tout ce qui est direction de l'innovation, parce que je pense qu'on a plutôt besoin de débrider l'innovation plutôt que de la diriger. Et le troisième, ça serait accompagnement et en partie aussi soutien. Si on pense au soutien, je pense que dans nos têtes, on doit penser plutôt à un tremplin, plutôt qu'un exosquelette qui nous aide dans nos mouvements, mais qui au final nous empêche vraiment de changer de rythme, d'aller ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'utilise des mots qui reviennent souvent dans nos discours et qui font partie effectivement du langage français. Nous aussi, il y a quelques années, on parlait d'écosystème. Tout le monde faisait des yeux comme ça. Aujourd'hui, voilà, c'est un fait acquis. Mais je pense qu'il faut garder la racine un peu biologique du mot écosystème qui justement intègre une logique de diversité, de coopétition, de pas homogénéiser mais plutôt mettre en avant des excellences locales qui tirent aussi le reste des organismes à changer de vitesse, à changer de niveau. Et savoir aussi que l'évolution a tendance à évoluer vers quelque chose qui a une meilleure capacité d'évoluer. On n'évolue pas vers un état de stabilité, mais c'est évoluer pour être encore plus adapté à évoluer par la suite. Et vous avez parlé de manque de confiance, mais en même temps, les talents français, enfin à l'étranger, ils sont plutôt très réputés. Donc c'est plutôt un manque de confiance de l'écosystème qu'il faut corriger. Enfin, on en revient toujours à l'aspect culturel. Je pense pas je suis pas sûr que l'écosystème ait une conscience en tant qu'individu. Effectivement, vu que c'est fait par une pluralité, je pense qu'effectivement, si je dois dire en quoi la French Tech appuie cette manière de réfléchir et d'agir, c'est effectivement en faisant de l'esprit start-up quelque chose un objet de valeur et de le mettre effectivement de le comparer aussi au mode de fonctionnement plus classique des grandes entreprises et en leur indiquant
qu'effectivement, il y a quelque chose, ça marche en fait. Ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. C'est pas une phrase connue, c'est une start-up n'est pas une petite version d'une grande entreprise. C'est vraiment autre chose, avec des autres rythmes, une autre manière de travailler, d'expérimenter sur les business models, et donc de le montrer comme un modèle à adopter. Ça peut pousser aussi d'autres qui seraient tiens parfois en disant on n'a pas les structures de financement, mais est-ce qu'on va avoir le droit de pouvoir tester ce qu'on a envie, de juste leur dire allez-y, on simplifie. Ce qu'on peut reprocher parfois, c'est la complexité des mécanismes de soutien. Si ça permet de simplifier la compréhension de ça, c'est très bien. Si ça permet de baisser l'exigence pour obtenir un petit financement, c'est très bien. Parce que parfois on trouve, pour obtenir un financement même petit, il faut déjà avoir réalisé trop de choses pour pouvoir même faire la demande, ce qui n'est pas le cas pour ce qu'on appelle des startups, si on veut vraiment appeler la chose avec son vrai nom. Et donc si c'est ça, effectivement, je pense que c'est très bien un caractère d'exemplarité de quelque chose qui est trop souvent jugé comme un petit jeu. J'aime bien l'esprit de jeu que tu citais, mais c'est un jeu au sens effectivement de pari et de faire des hypothèses et de les évaluer et de changer les règles. Effectivement, c'est ça aussi. On joue, mais on se donne le droit d'essayer de changer les règles si le jeu ne convient pas. Mais c'est pas un petit jeu dans un périmètre limité d'un jardin pour pas déranger les autres. Oui, en fait, c'est montrer qu'il y a de nouveaux critères de... Juste un instant sur cet aspect de l'attitude, parce que en France, quand même, les choses restent... On a un pays qui a une histoire relativement longue et qui a pris l'habitude de former ces jeunes talents dans des institutions qui sont quand même encore beaucoup dans des silos. Et pour beaucoup de ces talents qui sortent de ces silos, alors on les appelle grande école, université, puis avec des acronymes à non plus finir, l'attitude face au risque et à l'entrepreneuriat a très peu été diffusée en fait. Et quelque part, quand les gens arrivent après sur le marché du travail, cette attitude-là, elle est dans leur ADN. On parlait tout à l'heure de la Silicon Valley, mais plus généralement, parce que ça marche aussi en Europe du Nord, les dimensions socio-cognitives, elles sont très fortes pour expliquer la performance des collectifs innovants. C'est-à-dire, à nouveau, je vais échouer, mais c'est pas grave du tout. Nous, de l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans, on te dit que tu vas échouer et que tu vas être stigmatisé parce que tu vas appartenir à un groupe qui sera pas celui des meilleurs. Ça, c'est très puissant. Alors, les choses évoluent. Et aujourd'hui, dans l'université française, typiquement, les discours sur l'entrepreneuriat deviennent presque dominants, quoi. C'est-à-dire que, pour le coup, l'effet de balancier vient dans l'autre sens, quoi. Il faut que tous vous soyez entrepreneurs, mais au fond, il y en a plein qui ont ni l'envie et puis qui n'ont pas cette énergie-là, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour ça. Mais là, il y a une telle énergie dans le système que, voilà, un peu la France, on gère avec des à-coups comme ça qui sont très puissants et on gère pas du tout en douceur. Donc cette attitude-là, il faut la faire évoluer. Et je pense qu'en effet, par exemple, des endroits comme les tiers-lieux, comme les cantines, sont les endroits où il y a des zones de friction qui sont tout à fait essentielles pour justement comprendre que, oui, comme j'aime dire, là, les gens du Fab Lab de Rennes fabriquent des ascenseurs à lapin. Ça sert à quoi un ascenseur à lapin? Mais ça sert à rien en fait dans le fond. Mais sauf que quand j'ai fait ça, j'ai appris différentes choses sur un autre processus qui m'a permis par itération, de fabriquer quelque chose qui peut avoir du sens pour whatever. Mais en tout cas, ça devient ludique. Mais ça, effectivement, ça prend du temps pour changer toute une attitude et puis des représentations. Alors sur les critères de performance, je crois que c'est une question qui est quand même assez importante. À nouveau, quand on se positionne, mais peut-être je serai contredit, du point de vue de l'acteur public, il y a un moment, on aime bien quand même savoir que lorsqu'on met 1 euro quelque part, d'un acteur qui va soutenir, d'ailleurs, ça marche pour le privé, il va passer par là, puis au final, ça servira à ça. Donc le soutien à l'innovation, classiquement, on aime bien mesurer ça en termes de brevets déposés, en termes d'emplois créés, en termes d'entreprises qui sont arrivées, des indicateurs très quantitatifs. Et là, donc par exemple sur un pôle de compétitivité, voilà, sur l'année, on a subventionné tant de projets collaboratifs. Bon, est-ce que ça a créé des emplois? On ne le dit pas forcément toujours, mais en tout cas, on a subventionné beaucoup de collaboratifs. Dans la dimension d'accélération, les indicateurs de performance, c'est quoi un bon accélérateur? Et là, c'est beaucoup plus diffus, en fait. Est-ce que c'est un accélérateur qui arrive à recruter 45 projets et qui en sort 10 qui sont viables? Bon, c'est un critère comme un autre. Est-ce que c'est un accélérateur qui a recruté 45 projets, puis des 45 projets, on a appris des choses? Mais comment on quantifie ces choses qu'on a apprises pour l'étape d'après? Et ça, aujourd'hui,
on ne sait pas bien quoi. Est-ce que c'est une mise en réseau qui a permis donc c'est de la connexion, connecting people, là, comme on dit des fois dans des papiers de recherche. Et ça, du coup, les tableaux de bord qui servent à suivre, mais à tous les niveaux de territoire, hein, du métropolitain à la région et à l'État, sont probablement pas très bien équipés pour pérenniser ces dispositifs et pour dire oui, ça marche ou non, ça marche pas. Donc là, on est un peu comme au poker. On va mettre un peu d'argent sur la table pour voir comment les gens jouent, mais on ne sait pas très bien si effectivement les choses vont se pérenniser, si on ne sait pas bien quantifier ce qui va se passer. Et typiquement à l'accélérateur de Rennes, on a fait notre première promo au Booster il y a 15 jours de cela. On avait 6 startups. Bon, bah, il y en a peut-être une qui va passer l'échelle et les autres, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a échoué? Est-ce qu'on a réussi? On a appris beaucoup de choses et tout le monde a appris des choses en fait. Sauf qu'on ne sait pas bien le rentrer dans un tableur Excel, ce qui s'est passé là. Mais justement, est-ce que c'est pas important d'avoir des acteurs qui viennent de différents secteurs et qui répondent à différents critères de performance pour au final, qu'il y ait une partie investissement et une partie plus traditionnelle et on verra bien au final ce qui génère le plus d'innovation. Ouais, je suis d'accord, c'est tout à fait essentiel. Sauf que après, dans le business des accélérateurs, il y a, disons dans les accélérateurs, et il y a le modèle économique qu'il faut aussi trouver. Et dans un premier temps, on peut imaginer que l'État ou un partenaire régional accompagne et subventionne. Mais ensuite, si on veut pérenniser la structure, il faut peut-être aussi trouver des partenaires privés. Et là, il faut avoir un discours qui va parler. Donc ça peut être le discours sur l'open innovation, hein, qui va rentrer en résonance avec leur discours à eux de l'ouverture. Mais là, on avance aussi un peu à tâtons. Mais c'est tout à fait essentiel, je crois, pour pérenniser en fait ces structures qui sont, je pense, essentielles et qui doivent coexister en bonne intelligence et en intégration avec l'existant. Stéphanie, par rapport à votre expérience européenne, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je voulais juste revenir sur l'éducation. En fait, à mon avis, oui, on prend l'exemple, par exemple, d'une personne qui aurait fait une sieste de 50 ans et qui se retrouverait dans la rue. Et voilà, elle serait complètement effarée par les différences qu'il peut y avoir entre ce qu'elle connaissait et ce qui existe maintenant. Maintenant, on prend cette même personne qui aurait fait la même sieste, qui était dans une salle de classe et qui se réveille aujourd'hui. Voilà, rien n'a changé en fait depuis 50 ans. Et c'est quand même assez significatif en fait des efforts qu'il faut faire à ce niveau-là. Et quand vous parlez, Raphaël, d'un balancier entre voilà, ce qui était tendance avant et ce qui est tendance maintenant, je pense que ce qui fera vraiment la différence, c'est plutôt de venir avec des exemples concrets et de dire, voilà, on va donner aux élèves ou aux étudiants ou aux apprenants, peu importe, des nouvelles méthodes, comme par exemple, ces méthodes-là qui incluent aussi en fait les entrepreneurs et toutes les personnes qui sont là pour créer de l'innovation. Je pense notamment à l'exemple de Prezi, qui est donc une start-up à l'origine hongroise, qui a migré aussi en Silicon Valley, mais ils ont gardé un pôle en Hongrie. Et en fait, ils sont maintenant dans le programme lancé par Obama qui s'appelle Connect Ed, Aide pour éducation. Et donc, en fait, ils donnent le software gratuitement aux écoles. Ces personnes-là peuvent expérimenter par elles-mêmes qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre autrement via des logiciels tels que Prezi ou d'autres. Et c'est comme ça qu'elles peuvent réellement ressentir est-ce que je suis fait pour l'entrepreneuriat après ou pas. C'est pas seulement des grands discours à dire voilà, maintenant on nous a dit que l'entrepreneuriat c'était la voie dans laquelle il fallait aller. C'est vraiment expérimenter par soi-même pour après prendre la décision adéquate. On en revient toujours au fameux changement culturel. David Monteau. Oui, il y a plein de sujets. Je ne vais pas m'hasarder à une discussion avec un économiste sur les métriques, etc. Mais j'aimerais bien qu'on ait la discussion après. C'est un vrai sujet pour nous. C'est plutôt un sujet d'action publique, je pense, sur lequel on essaye vraiment de travailler et aussi un peu d'expérimenter. C'est-à-dire, je pense que c'est très important, effectivement, pour l'action publique, aussi de décaler nos métriques et nos instruments de mesure. Et finalement, ça contribue aussi à la prise de conscience. C'est-à-dire le fait qu'on se mette à mesurer les levées de fonds, la croissance des startups, qui ne sont pas aujourd'hui des métriques, par exemple, dans les pôles de compétitivité qui sont mis en avant. On essaye aussi de faire évoluer le système. Après, il y a un autre point sur lequel je voulais rebondir,
qui est que dans la conception de alors la French Tech, c'est le terme générique, c'est un peu l'identité collective qu'on propose à l'écosystème. Pour nous, c'est vraiment sa diversité, et c'est pas que les entrepreneurs, ça c'est vraiment les développeurs, les designers ont un vrai rôle très important, les ingénieurs, etc., et les gens qui font du marketing. Donc c'est très important d'avoir attention de ces gens-là. Et je trouve qu'autour de la notion d'entrepreneuriat, il n'y a pas que le fait de devenir entrepreneur. C'est vrai, c'est assez frappant depuis quelques années, comme notamment dans le système de formation français, eh bien il y a cette vague, depuis quelques années vraiment une envie de créer son entreprise, en particulier à l'issue de ses études. Mais il reste encore des sujets, c'est-à-dire typiquement créer son entreprise, mais rejoindre une start-up. Par exemple, ça aussi, c'est autre chose que de créer son entreprise. Je finis mes études, je vais rejoindre une start-up, ils sont 5, ils n'ont pas de modèle économique, ils en auront peut-être pas avant 2 ans, ils viennent de lever de l'argent, c'est lié au risque, hein, bien sûr, mais donc c'est très important. C'est une question qui est plus large finalement que la simple question de l'entrepreneuriat. Et c'est tout ça aussi sur lequel, donc je pense que c'est un des fils rouges de notre discussion autour de la culture, qu'en particulier à travers ce festival, la French Tech, qui est un prétexte, encore une fois, pour donner de la visibilité à cet écosystème auprès de tous nos concitoyens, de susciter du débat public aussi, de faire savoir que, évidemment, à Nantes, à Rennes, à Lille, partout, eh bien, il y a sur le territoire des entrepreneurs, des gens qui travaillent dans des startups et qui peut-être demain vont créer des emplois pour tout le monde sur le territoire. Donc c'est cette prise de conscience-là qu'on essaye d'y contribuer, en faisant de la communication, mais je pense que c'est l'affaire de tous aussi, d'essayer de créer cet engagement collectif dans ces aventures. Voilà. À la fin du mois, il y a la conférence, la French Touch à New York. Est-ce qu'il y a aussi des projets, pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, en Europe? Oui, alors effectivement, sur l'aspect international, l'initiative French Tech démarre. Donc effectivement, on a commence à travailler pour monter une stratégie un peu dans la durée de promotion, ou plutôt pour renforcer la connaissance et l'attractivité de l'écosystème français. Donc on va cibler un certain nombre d'endroits. Évidemment, il y a les États-Unis qui sont un acteur important. Il y a évidemment l'Europe, mais l'Europe, voilà, peut-être à titre personnel, mais l'Europe, ce sont vraiment des partenaires, c'est extrêmement important. La seule vraie échelle, si un jour on veut exister dans la scène tech, c'est l'échelle européenne. De toute façon, c'est évident, on ne peut pas faire autrement. Donc il faut qu'on y arrive. Il y a plusieurs façons de le faire. Je pense que c'est pas le foisonnement d'initiatives qu'on y arrivera. Il y a des initiatives qui sont tout de suite au niveau pan-européen. Je pense qu'il y a des initiatives nationales aussi qu'il va falloir à un moment fédérer, mettre en réseau. Mais évidemment, il faut arriver, et on l'a tout de suite en tête, à cette dynamique et à créer et à se placer au niveau européen, parce que c'est ça le vrai sujet. Et puis après, il y a évidemment l'Asie, l'Amérique du Sud, enfin tous les secteurs qu'on imagine. Donc en termes d'actions concrètes, juste pour donner des exemples, on a fait on soutient, enfin dans Dynamic French Tech, quelques initiatives. Alors ça peut être par exemple le festival South by Southwest à Austin, qui est un grand festival numérique très important. Et bien là, la French Tech y était collectivement, j'ai envie de dire. Mais ce qui est important, c'est que c'était une initiative qui est d'abord partie de, encore une fois, ce fameux écosystème, quelques entrepreneurs qui ont souhaité être présent et plus visible à Austin en arborant un pavillon, un drapeau France, en disant voilà, nous, entrepreneurs français, on pense qu'il faut que notre voix porte. Ça faisait longtemps évidemment que des entrepreneurs français allaient à Austin, mais c'est la première fois qu'ils y étaient collectivement finalement, et ça a donné, c'est une première édition, on a eu quelques papiers en disant voilà, la France est sur la carte. J'espère que dans 5 ans, on sera plus que sur la carte, on sera plus visible. Et donc j'ai donné ça comme exemple, mais il y a le Web Summit qui aura lieu au mois d'octobre à Dublin. Il y a un certain nombre d'opérations comme ça où il faut qu'on soit présent collectivement. Et puis dans l'autre sens aussi, on fait venir des influenceurs internationaux. Donc là, la semaine prochaine, je peux l'annoncer, dans le cadre de l'initiative French Tech, avec un certain nombre de partenaires et sous l'impulsion de quelques entrepreneurs très mobilisés, on fait venir à Paris pendant 2-3 jours, aussi dans le cadre du festival de la French Tech, des VC américains, des poids lourds de la Silicon Valley et de New York, et des médiathèques, notamment de la vallée, VentureBeat, GigaOM, TechCrunch, pour venir quelques jours en France à la rencontre des acteurs, encore une fois, et des entrepreneurs, et puis pour renforcer la visibilité. C'est ce type d'opération qu'on a envie de multiplier. Là, ce sont un peu des expérimentations, très clairement, mais on souhaite l'inscrire dans une stratégie plus long terme. Voilà. On refera peut-être le point dans un an. Merci beaucoup à tous les 4.